bonsoir à tous. Merci de votre présence parce qu'à la même heure qu'un ancien Premier ministre, ça c'est forcément plus compliqué. Mais c'est plus intéressant, je suis d'accord avec vous. Alors Stéphane Pardoux, je suis directeur du Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, c'est l'exemple type d'un centre hospitalier général. 500 lits MCO, 200 millions de budget, très fort logique partenariale avec l'ensemble des établissements qui l'entourent. Alors pour débuter, peut-être je vais donner un peu le point de vue d'un hospitalier sur cette thématique que vous avez choisie et que je trouve très intéressante. Alors je suis là parce que dans l'établissement que j'ai la chance de diriger, nous avons été à l'initiative de la mise en place d'un certain nombre de nouvelles technologies. Certaines d'ailleurs sont présentes dans ce salon et je vous invite demain à aller participer à la petite agora qu'organise la société Apicea, qui vient de mettre en place une plateforme de relations avec les médecins de ville, plateforme que nous avons mis en place au Centre hospitalier intercommunal de Créteil. Et puis, même si c'est un peu éloigné, nous avons été parmi les premiers à mettre en place la conciergerie. Et je vous invite à aller voir juste à côté le stand de nos amis d'Apital pour vous expliquer ce que nous faisons avec eux. Et c'est un peu la raison de ma présence. En travaillant un peu cette intervention, je suis revenu à la définition de ce que veut dire disruptif. Disruptif, ça veut dire qui transperce un isolant de façon soudaine et qui produit une étincelle. Ça s'emploie en électricité. Eh bien, je pense que ce qui est en train de se passer sur la digitalisation de la relation patient ou la digitalisation des fonctions à l'hôpital, c'est exactement ça. D'une part, c'est en train de traverser le fonctionnement hospitalier. C'est relativement récent. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment ce salon est aujourd'hui constitué pour voir que même il y a 3 ans de ça, on n'était pas dans cette configuration à ce salon. Le dernier point, c'est que ça agite les établissements hospitaliers, ça nous titille, ça a produit une étincelle. C'est-à-dire on sent bien qu'il se passe quelque chose. Et en ce sens, je pense que c'est une tendance, donc une disruption qui va véritablement marquer l'environnement hospitalier. Et donc très rapidement, et après j'y reviendrai, je pense que c'est un thème extrêmement fort qui est en train de devenir, passez-moi l'expression, tendance, pour 3 raisons. La première, c'est que l'hôpital, c'est une prestation de service. Et s'il y a bien un domaine où la digitalisation de la relation peut se mettre en place, c'est dans les entreprises de service. Le deuxième point, c'est que l'entreprise, c'est un lieu de la technologie. Et donc finalement, tous ces nouveaux sujets autour de nouvelles technologies, elles passionnent les hospitaliers, et notamment le corps médical. Le troisième point, c'est que ça participe de l'effort d'économie qu'on demande aux hôpitaux, puisque par les nouvelles technologies, on peut, et on pourra en citer quelques exemples, générer soit du chiffre d'affaires, pardonnez-moi de cette expression un peu brutale, soit du chiffre d'affaires hospitalier, soit de la réduction de dépenses. Et puis, donc voilà, pour très rapidement, les éléments qui me semblent militer ou montrer que ce sujet devient tendance. Mais si je suis là aussi en tant qu'hospitalier, c'est pour dire que ce sujet, comme beaucoup, il se prend dans le désordre. Aujourd'hui, le marché, il foisonne. C'est très difficile d'avoir une visibilité de ce marché qui s'offre à nous, de sorte que chacun fait par son réseau, par ses interlocuteurs, par des clubs. Alors que des grandes entreprises se sont structurées de façon différente, on a vu, peut-être l'avez-vous vu, mais certaines grandes entreprises animent elles-mêmes des ateliers de start-up pour trouver des idées qui plairont à ces grandes entreprises. Nous, dans le monde hospitalier, finalement, on subit, on attend, on regarde ce qu'on nous propose par différents réseaux, mais on n'a pas de vision d'ensemble. Et puis la deuxième difficulté, c'est que finalement, pour beaucoup d'hôpitaux, on n'en a pas fini avec le socle, c'est-à-dire l'informatisation du socle des activités. On n'a pas terminé. On est encore en train d'informatiser qui la prescription, qui le dossier patient, qui le dossier médical. On n'a rien terminé. Et puis le troisième point qui crée une difficulté, c'est qu'en fait, les hôpitaux sont un peu traumatisés par l'échec du DMP. Or, par DMP, il y avait aujourd'hui tout ce qu'on peut faire. Il y avait une certaine partie de choses qu'on pourrait faire aujourd'hui avec certains outils technologiques simples. Et la plateforme qu'on a mis en place avec Apicea en est un bon exemple. Et donc, pour tous ces éléments, la confusion, le fait qu'on est un peu en retard sur certaines thématiques, le fait qu'on a un passé un peu compliqué, c'est difficile pour les hôpitaux et pour les dirigeants hospitaliers de s'engager dans cette disruption technologique.
Merci pour cette synthèse assez rapide. Jean-Pascal, aussi, quelle définition apportez-vous sur la thématique du jour? Est-ce que vous avez des éléments un peu plus visuels à nous faire partager? J'ai des éléments, bien sûr. Je rappelle déjà ce qu'est mon métier. En fait, Hôpital Tran, dont je suis le fondateur et le président, est une agence de conseil spécialisée dans l'accueil et le divertissement du patient hospitalisé. Donc ces outils sont pour nous une source de projets intéressants. Alors moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est que la disruption technologique, pour ne pas parler pour l'instant de la digitale, c'est quelque chose qui n'est pas récent. La première disruption technologique vécue, c'est celle de la machine à vapeur. Ça a été une première disruption technologique. Ensuite, il y a eu l'électricité, le Minitel, l'informatique. Bien, je crois que, comme le montre ce schéma, il ne faut pas avoir peur des disruptions. La disruption digitale, même remarque, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a commencé en 1995 avec la musique, la photographie, le contenu vidéo. En 2010, c'est la presse, la télévision, les voyages qui ont utilisé des outils digitalisés. En 2016, on vit la disruption digitale autour du monde de la finance, la santé, M. Pardoux vient d'en parler, l'éducation, l'automobile, l'espace. Et alors, à l'horizon 2020, le problème est assez simple. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui sera soumis à une disruption numérique, digitale. Alors, trois remarques. La première, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. La seconde remarque, c'est que inutile d'attendre la disruption technologique, elle est là. Et la disruption digitale est là et elle va continuer. La disruption va continuer. Aujourd'hui, tout se digitalise à peu près, sauf une chose, Monsieur Pardoux, le patient, qui lui reste un être humain encore. Alors, je voudrais vous lire cette petite phrase. Comme tous les domaines d'activité, l'hôpital est envahi par la marée numérique. Cette déferlante a des conséquences sur les pratiques professionnelles, la relation au patient, mais aussi sur tous les rouages de l'hôpital, son organisation, son mode de gouvernance et sur le rôle qu'il est appelé à jouer au sein de son territoire de santé. Donc cette phrase est tirée du livre que vient de sortir Monsieur Louis Omnes, qui a été, vous en souvenez pour certains sans doute, le papa de Georges Pompidou. Et ce livre s'appelle « Concevoir et construire un hôpital numérique » que je vous recommande, qui est très intéressant. Alors moi, mon sujet, c'est l'accueil, la communication et le divertissement du patient. Alors bien sûr, en voyant ce patient qui est reçu à l'hôpital comme s'il arrivait au Club Méditerranée, eh bien, on peut se dire, mais quelles sont les attentes des patients ? Alors j'ai pris avec mon ami Julien Arthu de My Hospice-Friend, on a pris l'initiative ensemble de lancer un livre blanc l'année dernière. Et je pense qu'il faut réfléchir, il faut qu'on vous donne les rendus un petit peu de ce livre blanc. Alors ce livre blanc concernait effectivement l'accueil et le divertissement patient, et il a été constitué sur la base d'un questionnaire en ligne. Il a été constitué d'interviews de patients, de personnel hospitalier. Et enfin, il a été constitué par l'interview et la contribution d'un certain nombre de sociétés spécialisées dans ces domaines de l'accueil et du divertissement patient autour du digital. Alors, déjà, il faut savoir que ce questionnaire, on a eu 2149 réponses. L'origine des réponses, je passe assez vite, c'est essentiellement la France métropolitaine à 94%. 77% de femmes ont répondu, ce qui prouve l'intérêt sur le sujet plutôt des femmes que de ces messieurs. Les tranches d'âge, en gros, on a 70% de réponses entre 30 et 60 ans.
Et 94% des personnes qui ont répondu à ce questionnaire, je vous rappelle, de 2149 réponses, donc on considère assez significatif, représentatif, 84% de ces personnes avaient déjà subi une hospitalisation. Donc ça veut dire que c'est des gens qui se sentaient motivés par ce sujet. 29% vivaient des séjours récurrents. Et enfin, ça c'est pour la petite histoire, 66% ont répondu à partir de leur ordinateur. Et par contre, 34% ont répondu à partir de leur smartphone. Donc voilà, alors parmi les questions qu'on a abordées lors de ce livre blanc, c'est en gros la qualité des services d'accueil lors de votre hospitalisation vous semble pas ou peu important, 5%, important, très important, 94%. Je passe rapidement sur les questions, mais quelques-unes me semblent intéressantes par rapport aux discussions qu'on peut avoir derrière. Quels sont les services que vous aimeriez avoir en ligne sur votre écran? Eh bien, à 90%, on a une réponse, par exemple, l'enquête de satisfaction. On a 93% des réponses. Qu'est-ce que vous souhaitez avoir? La commande de repas. C'était étonnant par rapport à l'analyse de ces résultats. Intéressant aussi cette remarque, dans le cas d'une intervention programmée, ces services ou équipements qui vous sont proposés influenceront-ils votre choix d'établissement? À 60%, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accueil qui est réservé à un patient qui a bien évidemment la chance de pouvoir programmer une intervention, va être fonction de ce qu'il sait sur l'accueil et de la façon dont il va être reçu, je dirais, au sein de l'établissement qui va l'accueillir. Il est inutile de préciser que l'attractivité d'un établissement, Monsieur Pardoux, c'est 1% d'attractivité en plus. Je crois que le compte d'exploitation d'un établissement se trouve forcément amélioré. Donc gagner 1% par des solutions d'accueil patient, tout le monde reconnaît aujourd'hui être bien soigné, bien traité, dans un hôpital performant, etc. Mais cet aspect-là apparaît important. Rapidement, toujours, quel équipement vous semble-t-il indispensable dans votre chambre? C'est la télévision au mur, à 92%, ou les écrans individuels, 83% aussi. Les patients veulent la TNT, ils veulent quelques chaînes satellites, ils veulent pouvoir recevoir les chaînes TNT et ils veulent avant tout, à 94%, ils veulent avoir un accès à Internet via Wi-Fi simple. Voilà. L'importance, on en a parlé. Quel autre type de service les patients attendent? C'est la conciergerie. Conciergerie à près de 60%. C'est bénéficier de forfaits durant leur hospitalisation, de forfaits un petit peu comme on a chez nous aujourd'hui, télévision, téléphone, Internet, etc. Et intéressant aussi, 59% des patients souhaitent pouvoir accéder à des livres numériques. Voilà. Alors, ensuite, sur l'aspect site des hôpitaux. Avoir accès au site de l'hôpital vous semble-t-il important ou pas important? À 77%, les gens considèrent que c'est important d'aller consulter le site de l'établissement dans lequel ils vont se trouver. Le retour sur la lisibilité des sites est pas très bonne, il faut être honnête. 42% des patients considèrent que les sites de leur établissement est pas très lisible. Un des patients que nous avons interviewé nous dit ouais, mais moi le mot du directeur avec toute la stratégie de l'hôpital, ça me passionne pas. Moi je cherchais comment prendre un rendez-vous, etc. Donc beaucoup d'établissements sont en train de revoir leur architecture internet, web, et le progrès est important. Mais vous voyez que ça fait partie des préoccupations. Donc voilà, je vais m'arrêter sur le livre blanc. Vous savez que ce livre blanc est toujours
téléchargeable sur un site, une plateforme créée à cet effet qui s'appelle ospinov.com. Je vous donnerai l'adresse à la fin, ou via mon site internet hôpitaltrend.fr www. Voilà. Alors, dans ce livre blanc, vous trouverez aussi l'intervention de 21 sociétés qui s'intéressent à ce sujet de l'accueil et du divertissement. Alors il y a une ARS, il y a ADE Conseil, il y a SPH, il y a Hôpital Foch, il y a la société Ois Group, il y a Music Care qui fait de la musicothérapie, il y a le Pilar Institute, enfin il y en a 21. Il y a SPH Conseil, bien sûr. Donc non seulement on s'est appuyé sur un sondage, mais on a été chercher aussi des experts pour donner leur avis, donner leurs sentiments, etc. Donc c'est quelque chose d'intéressant qui est téléchargeable. Voilà. Ensuite, je voudrais aborder sur cet aspect l'innovation technologique. Pour revenir au thème, c'est attendu par les patients. Quelques exemples, c'est quoi? Le dossier d'admission en ligne pour l'accueil, la gestion des files d'attente dynamique. Il faut aller voir ce qu'on fait chez Euro Disney et puis on saura comment on peut gérer des files d'attente dans un hôpital. La signalétique dynamique d'orientation, ça a changé, le service a déménagé, ils n'ont pas eu le temps de changer les étiquettes. Comment je fais pour retrouver mon lieu de rendez-vous? La prise de rendez-vous en ligne, qui est une demande forte. La communication par mail avec les patients. L'enquête de satisfaction en ligne, on a parlé. Le signalement des dysfonctionnements. Les patients souhaitent pouvoir, dans leur chambre, signaler un dysfonctionnement. Et ils sont plutôt sympas dans les interviews qu'on a pu mener. Ils disent « Mais nous, on ne veut pas déranger l'infirmière, les soins, pour un verre d'eau, voyez, ou parce que ma télé marche mal, ou parce que mon lavabo fuit. » Donc ça part d'une bonne intention, cette attente. Ensuite, ma foi, des vidéos d'information simples, pédagogiques, sur la pathologie qu'il traite. Alors, si on revient sur le divertissement des patients, c'est clair, un accès à un réseau Wi-Fi, simplement, sans 18 codes à rentrer avant d'accéder à quelque chose de poussif, une TV, des programmes, une offre triple play, la possibilité de différencier ses besoins en chambre, je rejoins le point précédent, une cafétéria, lieu de vie, ça veut dire accueillante, où on peut rencontrer ses visiteurs, on s'isole un peu du domaine médical, on sort de l'hôpital, on va dans la cafétéria, même s'il n'y a qu'un couloir, plus celle-ci sera démédicalisée, plus ils seront heureux. Et enfin, on revient aussi sur le choix et la commande de repas en ligne, qui est une grande demande très fortement exprimée. Une conciergerie, bien sûr, la conciergerie, et enfin des activités culturelles, parce que c'est bien quand on est dans un séjour d'un peu longue durée, c'est bien de pouvoir descendre, parcourir la petite expo qui a été organisée ou le petit événement qui est organisé dans un établissement. Ça fait passer le séjour, ça donne une bonne image de l'établissement et on oublie un petit peu ces problèmes de santé. Les réseaux sociaux affinitaires sont aussi, comme MyHospiFriend, sont aussi des choses attendues parce que ça rompt l'isolement. Voilà. Pendant qu'on fait ça, d'abord on ne s'ennuie pas et ensuite on n'embête pas l'infirmière. Il y a des choses bien plus importantes à faire. Donc comme vous pouvez le voir, et très rapidement, je suis désolé si je ne vais pas être trop long, rien d'extravagant dans les attentes des patients. La technologie et l'offre des services existent, mais alors où sont les freins? Donc qui veut le changement dans les hôpitaux comme chez les patients? À peu près tout le monde. Qui est prêt à changer? C'est un autre problème. Très rapidement, Jean-Philippe, je termine. Voilà. Ils vont tous partir là, en fait. Je termine. Ce qu'il faut, c'est changer de paradigme au niveau des établissements. C'est-à-dire qu'il faut se poser, lorsqu'on s'adresse, on réfléchit à ce projet, il faut se poser les bonnes questions de façon globale. Il ne faut pas raisonner morceau par morceau au niveau de l'hôtellerie hospitalière. Je passe vite. Voilà. Tout comme chez lui, le patient hospitalisé va s'approprier les outils que vous allez mettre à sa disposition dans les hôpitaux. Tout comme chez lui, le patient souhaitera les trouver lors de son hospitalisation. Et pour finir, en rigolant, j'ai commandé une ambulance sur le site Uber. On n'en est pas encore là, mais c'est pas loin, j'accélère. Merci. Le site Ospinov, tout en bas, où vous pouvez télécharger le livre blanc, ou sur mon site Hôpital Trend. Voilà.
Bon, j'ai pas réussi à l'arrêter avant, donc désolé. Donc maintenant, on va passer la parole à Jordan, qui a été très patient, qui va être aussi un peu succinct là, pour qu'on puisse échanger avec la salle. Bonjour à tous. Je travaille pour ma part dans un cabinet de conseil en stratégie et je m'occupe plus spécifiquement des questions digitales et de la transformation digitale. Le regard que je suis peut-être en mesure de vous apporter aujourd'hui, un regard pas de professionnel de la santé, mais de consultant qui est confronté à tout un tas de professionnels qui ont finalement la même problématique, qui est celle de la transformation digitale et qui aiment à utiliser le mot parce qu'en général ils ont lu 12 articles qui leur parlaient de transformation digitale sans savoir toujours ce qu'ils recouvrent exactement. Donc il y a, je pense, tout un pan de la question qui est assez technique. J'imagine dans la santé, il s'agirait plutôt de robotisation, etc. Donc là, on est sur des évolutions plutôt au long cours qui ne sont pas tellement difficiles à imaginer, anticiper. Celles qui sont peut-être plus intéressantes et plus complexes, c'est celles qui concernent les usages. Et là, qu'il s'agisse d'un business banquier, du business assurantiel, du business de la santé ou même chez Microsoft, de tous ces sujets réunis pour vendre des solutions logicielles, on a finalement à peu près toujours le même souci, je crois, qui est que le sujet est pris en main par des directions opérationnelles. C'est-à-dire que chacun de son petit bout de sujet voit bien comment est-ce qu'il peut innover, comment est-ce qu'il peut empêcher telle ou telle société de venir grappiller son marché, son domaine d'activité, comment il peut, grâce à de nouveaux outils, proposer un produit ou un service qui est de meilleure qualité. Sauf que ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a de très bonnes idées dans tous les services de la part de toutes ces directions opérationnelles. Et puis ensuite, elles sont très mal mises en œuvre. Et là, on se rend compte que la transformation digitale est plus un problème de méthode et d'organisation qu'un véritable problème de métier et de concept ou de capacité à appréhender des nouvelles technologies. Et à ce titre, on lit tout le temps l'ubérisation de ceci, l'ubérisation de cela, en imaginant qu'il y a tout à coup un start-upper qui arrive avec une recette miracle, mais la recette d'Uber a rien de miraculeux, c'est-à-dire que l'algorithme, la technologie, elle n'est pas incroyable, le service proposé, c'est uniquement le chauffeur de taxi avec un costume et une bouteille d'eau, on pouvait y penser avant. La transformation n'est pas radicale en termes de rupture technologique. Pour autant, du jour où Uber où l'usage d'Uber se massifie, le client, l'usager, ne supporte plus l'idée de devoir attendre pour avoir une voiture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a passé ce pas, où tout d'un coup il y a ce service qui est nouveau, l'idée même d'un retour en arrière paraît absolument hallucinante. Et c'est ça qui est probablement intéressant et qui peut faire peur dans cette révolution des usages. Et je disais je vois qu'il y a encore des débats sur le sujet de la santé, à savoir est-ce qu'en France il est imaginable ou pas de noter son médecin, son praticien. Et il y a encore des tables rondes qui sont organisées avec des gens qui débattent de savoir si c'est possible ou pas. Alors qu'en fait il suffit d'aller sur Google Maps et qu'on se rend compte que le dentiste qui est en bas de chez soi, il a déjà une note, il a déjà des étoiles et il y a déjà des gens qui disent ce dentiste est abominable, n'y allez pas. Donc il y a un décalage entre le fait de se poser la question et une réalité de l'usage qui est que on est déjà habitué à tout noter, donc le médecin on le note aussi, puis point à la ligne. Moi, je vais essayer de vous poser quelques questions parce que là en fait entre l'hôpital qui est organisé en silo, l'accueil des patients qui demandent des services, mais si j'ai une organisation en silo d'un côté, donc on ne va pas proposer des services assez intéressants aux patients. Et d'un côté, l'usage fait que le patient aujourd'hui est assez indépendant. Une approche un peu consommatrice, on dit je vais noter ou je vais y aller. Comment aujourd'hui dans un hôpital comme le vôtre, vous arrivez à faire face à ce genre de problématique qui était très simple à une époque où on décide du projet et puis on verra ce qui va se passer. Comment aujourd'hui vous arrivez à manager tout ça? Alors je vais commencer à vous répondre par une boutade. Les deux innovations dans la prestation, dans la relation patientèle ou dans l'innovation technologique qu'on a mis en place au CHIC, il y en a une qu'on y a mis en place parce que je connais la maman du fondateur de la start-up et l'autre parce que j'ai eu la chance de travailler dans l'hôpital qui possède un incubateur de start-up. Vous voyez, tout ça, c'est quand même très artisanal.
Tout ça, ça ne fait pas une stratégie. Donc je pense qu'aujourd'hui, et le premier temps des échanges qu'on a le montre, je pense que les hospitaliers sont persuadés qu'il faut y aller, qu'on a une attente des patients et que si on n'y va pas maintenant, on va reprendre 10 ans, 15 ans de retard. La chance qu'on a, moi je représente l'hôpital public, la chance qu'on a, c'est que finalement l'hôpital privé n'est pas plus en avance. Il y a quelques années, l'hôpital privé était un peu plus en avance sur les prestations hôtelières, je crois que c'est presque terminé. Donc finalement on part à égalité. Alors du coup, c'est même pas comment on s'y prend aujourd'hui, c'est comment il faudrait qu'on s'y prenne. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on s'y prend de façon artisanale. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'on évite les gadgets. Et la confusion. Parce que les objets connectés, c'est gentil, tout ça, mais qu'est-ce qui est vraiment utile? Moi, j'en sais rien. Ce qui veut dire, premier constat, premier conseil, il y a de la place pour du conseil stratégique sur ces sujets-là. Et pour dépasser le stade artisanal de je connais la maman et le tonton du fondateur de la start-up, au Chic, à l'intercommunal de Créteil, moi j'ai pris la décision en partenariat avec un grand groupe je ne sais pas comment on appelle ça, un grand groupe qui offre des prestations de services dans le domaine high-tech et aussi des télécommunications, de faire un benchmarking national, un benchmark national qui vaut ce qu'il vaut, mais qui recense 150, 200 applicatifs qui existent, qui fonctionnent dans différents hôpitaux. Benchmark qu'on s'est payé sur les crédits du Chic, cofinancé avec cette grande entreprise, qui pour l'instant est à usage interne Chic, mais qui me donne déjà une tendance. Donc ça, c'est la première réponse que je pourrais vous faire. Je pense qu'il y a une place dans les hôpitaux pour l'accompagnement stratégique sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il y a une place, c'est le directeur d'hôpital qui parle, pour des solutions peu coûteuses. Et que les solutions très coûteuses dans le contexte actuel, même si elles apportent, et je suis d'accord avec Jean-Pascal, une plus-value qui peut se traduire par de l'activité, donc des recettes, il n'y a pas de place pour des solutions très coûteuses. Il y a de la place pour de la solution rapide à mettre en œuvre et peu coûteuse. Et en ce sens, il y a donc une place phénoménale pour toute une série de petites entreprises qui n'ont pas de coûts de production élevés ou des coûts d'installation élevés et qui donc peuvent trouver un marché dans les hôpitaux. Et le troisième point, ça s'adresse pour vous à la fois au club digital, mais aussi à des grands groupes comme la PHP ou d'autres, c'est qu'il y a un besoin de structuration du réseau, où est l'offre, où est-elle? Moi aujourd'hui je dirige un hôpital comme il y en a 150 ou 100 en France de cette taille, je ne sais pas où est l'offre, je ne sais pas où la trouver, je ne sais pas si je dois m'adresser aux clusters qui existent, aux biotech, aux pépinières qui existent, à la PHP, aux grands CHU. Finalement je ne le sais pas et je pense qu'il y a une place du coup. Et pourtant vous avez un grand CHU qui est à côté de chez vous. Oui, mais preuve que ce grand CHU n'est peut-être pas suffisamment en avance parce qu'en tout cas il n'a pas été identifié par les acteurs locaux comme étant celui qui est le plus en avance sur ces sujets-là. Alors est-ce que c'est parce que tout le monde garde ça dans son coin? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une place pour une structuration de l'offre. Est-ce que c'est à la FHF de le faire? Est-ce que c'est à des clubs comme celui que vous animez? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a une place pour ça. En fait, je continue sur le sujet parce que là, ce que vous évoquez, en fait, vous dites, vous dirigez un hôpital, mais en fait, tous les apports que vous arrivez à avoir, c'est en fait vous benchmarkez, c'est-à-dire vous sortez de l'hôpital. C'est-à-dire vous faites appel des expertises qui n'est pas donné à tous notre système hospitalier, notamment l'hôpital public. Mais aujourd'hui, entre ce que Jordan a exprimé tout à l'heure sur ces usages, parce que comment on peut créer en fait ces ponts qu'il faut mettre en place. On dit que votre hôpital est ouvert, mais qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer attirer la curiosité des experts en transformation digitale qui vont apporter une vision un peu plus originale par rapport à l'hôpital, parce que jusqu'à maintenant l'hôpital produit en fait c'est tout faire et au résultat on n'avance pas. Comment aujourd'hui vous pouvez on n'avance pas, on avance difficilement. Comment aujourd'hui on peut favoriser ces échanges, ces rapprochements qu'avec ce que vous avez commencé à évoquer sur la banque, qui est en avance ou qui est en son digital, peut apporter ce savoir-là au sein de l'hôpital? Je ne sais pas si je sais répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que je pense qu'on a une image hospitalière d'être très en retard sur ces sujets-là. Et donc, on n'attire pas en première intention les créateurs de ces innovations technologiques. Et donc je pense que toutes les initiatives qui fleurissent en ce moment, le prix de l'innovation qui va être remis ce soir ou demain, je crois, je ne sais pas, tout ça participe de ce même mouvement de faire connaître le besoin hospitalier
sur tous ces sujets-là. Mais moi, je crois beaucoup, le monde hospitalier se caractérise, il y a une grande qualité, c'est son autonomie. Et il y veille. Mais du coup, cette autonomie a une conséquence. C'est qu'on n'est pas dans une logique de groupe industriel intégré. Donc on est tous, passez-moi l'expression, avec nos petits bras musclés, à essayer d'organiser notre propre transition technologique. Et en ce sens, moi je crois qu'il y a une place, vraiment je le redis, pour des grands réseaux de réflexion, pour des grands clubs comme celui que vous animez, ou pour des grandes institutions qui offriraient une offre d'accompagnement intellectuel aux établissements. Je pense qu'il y en a besoin. Et le travail qu'on a fait à l'intercommunal de Créteil avec cette société, je pense que d'autres l'ont enclenché. Parce que j'ai des collègues qui me disent, ben oui, on a pris quelqu'un pour nous donner une vue du marché, parce qu'on n'y comprend rien, on ne sait pas. Et le gadget est vite arrivé, très vite arrivé. Oui, ce qu'on constate souvent dans les diverses entreprises ou organisations, c'est l'incapacité un peu paradoxale à bien connaître son sujet. C'est-à-dire qu'on a tellement le nez dessus qu'on en est tellement expert qu'on a du mal à se mettre à la place, en l'occurrence, du patient. Et à ce titre, c'est vrai que les études et les sondages nous permettent bien souvent de reconnecter avec des réalités qu'on avait un petit peu oubliées. Et dans les organisations, il y a aussi un déficit de communication interne et une incapacité souvent des dirigeants à faire remonter l'expertise terrain pour construire un petit peu sa réflexion stratégique. Ça, c'est la partie usage. Et ensuite, il y a la partie organisation. Et c'est vrai que bien souvent aussi, le meilleur moyen de rater l'innovation, c'est de l'avoir confié à un responsable de l'innovation et à une direction de l'innovation qui seul est chargé de réfléchir à la prospective et au futur de ces sujets. Et les exemples à l'inverse de réussite, c'est des exemples où l'innovation et où ces réflexions sont vraiment infusées dans les organisations. À des points qui sont parfois assez brutaux, mais je finirai avec cet exemple qui est celui de Nike, alors qui n'est pas vraiment un exemple de santé, et pourtant, en réalité, avec les objets connectés, etc., ils ne sont pas si loin de la question. Et Nike était une entreprise qui était assez en avance sur tous les sujets digitaux, mais dans le cadre de ces silos. La pub était en avance, le marketing était en avance, etc. Et un jour, le patron de Nike a dit, on va arrêter tout ça et vous allez travailler ensemble maintenant, et on va créer une énorme académie de l'innovation et du digital, et vous allez réfléchir chacun sur des projets communs. Et à l'issue de ça, ils ont eu un certain nombre d'idées qu'ils n'auraient jamais eu autrement, qui étaient par exemple de dire, on va regarder ce qu'écoutent les gens quand ils font du running à New York au mois de mars, grâce à l'application Nike qu'ils utilisent, et on va utiliser la chanson qui est le plus écoutée par les runners new-yorkais du mois de mars dans la publicité, comme musique de fond de la publicité qu'on va diffuser à New York au mois d'avril pour vendre la nouvelle collection de chaussures de running. C'est une idée publicitaire, donc ça peut paraître anecdotique et finalement sur le business de Nike, ça ne représente pas un changement de milliards de dollars. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que c'est une idée qu'ils n'auraient jamais eue s'ils n'avaient pas réfléchi ensemble à cette problématique. Et je pense que ça, c'est valable pour à peu près toutes les organisations, cette capacité à se poser les questions ensemble, y compris avec l'expertise terrain, qui est, je crois, assez fondamentale. On va essayer de prendre des questions dans le public, comme ça Jean-Philippe peut compléter. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro là, avec moi je peux faire l'hôtesse. Bonjour messieurs, je ne sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Je regarde sur la salle. Bonjour messieurs, je m'appelle Franz Sabine, je suis directeur adjoint dans un centre hospitalier et j'avais une question au sujet donc de cette disruption technologique. Alors monsieur Pascal, vous avez bien expliqué l'attrait qu'ont les patients pour la transformation numérique dans le domaine de la prise en charge hôtelière. Et c'est vrai qu'on sait très bien que progressivement les établissements s'adaptent à ces nouvelles technologies et vous avez cité pas mal d'exemples. Il y a un autre domaine dans lequel la transformation numérique est à l'œuvre, c'est la prise en charge directement médicale. Et je pense à la télémédecine. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que aussi bien les patients sont très volontaristes pour l'introduction des technologies numériques en matière de prise en charge hôtelière, aussi bien dans le domaine de la prise en charge médicale, de la télémédecine, on assiste à beaucoup de réticences. Et je pourrais citer un exemple qui est celui de la téléradiologie, par exemple. Aujourd'hui, lorsque vous expliquez lors de la prise de rendez-vous d'un examen radiologique, si vous expliquez aux patients que l'interprétation se fera à distance, bien que l'interprétation soit faite par un médecin, radiologue, diplômé
correctement diplômé, le patient préférera attendre un peu plus longtemps, d'une manière générale, pour être sûr que le radiologue sera sur place. Et donc ma question, ou peut-être ma remarque, c'est comment faire pour justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser en matière d'accompagnement de la télémédecine pour faciliter l'intégration des patients dans cette voie qui, de toute façon, on le sait, est inévitable, notamment au regard des questions de démographie médicale. Oui, rapidement, en ce qui me concerne, et ensuite je passerai la parole à Stéphane. Je pense que le patient est stressé aujourd'hui par rapport à ces solutions qui apparaissent des solutions techniques. Vous voyez, il ne voit pas le côté pratique, il voit le côté technique. Télémédecine, objet connecté, on va me connecter à quoi, vous voyez, patient augmenté, on va m'augmenter quoi? Donc je pense qu'il y a une éducation du patient vers ces outils. Pour le familiariser. Alors, c'est clair que la génération Y, elle n'a pas de souci avec ça. Si vous voulez, je pense que les habitudes vont se prendre plus facilement. Mais vous avez raison, il y a un travail peut-être des assos de patients, il y a un travail de fond de communication, d'information sur ce sujet pour familiariser et décrisper le patient par rapport à ce sujet. Oui, je pense que quand on a fait le petit travail de benchmark, le gros travail de benchmark avec notre partenaire, on a effectivement fait ce travail de discussion avec notre corps médical pour savoir quelles étaient les thématiques prioritaires qu'il souhaitait voir mettre en place. Et typiquement, comme vous l'évoquiez, la télémédecine est arrivée en première intention de la part du corps médical. Et vous avez tout à fait raison, et ça vient c'est une observation que je prends pour moi personnellement aussi, c'est que quand on a fait ce travail-là, on n'a pas interrogé nos représentants d'usagers. On ne l'a pas fait. Pas du tout. Je vais aller plus loin, je pense que j'y ai même pas pensé. Et je pense que j'y ai pas pensé, d'abord parce que c'est pas bien et c'est une erreur. Peut-être parce que, et sans doute parce que, l'hôpital continue de se débattre, y compris dans ses relations avec les usagers, dans l'idée du « c'était mieux avant ». Et que finalement, avec nos usagers, quoi qu'on en dise, on parle quand même effectif. On parle prise en charge au quotidien, on parle plainte. Et je dérape un peu, mais je lisais l'autre jour un article sur la progression du vote de je ne sais pas trop quoi dans les hôpitaux. À force de dire que l'hôpital va mal, il ne faut pas s'étonner que les gens aient véritablement une perception que l'hôpital aille mal. Et du coup, par la disruption technologique, il y a aussi la possibilité de parler avec nos usagers de nouveaux sujets. Et donc vous avez raison, on n'y pense pas spontanément parce qu'avec nos usagers, on est encore dans le versant négatif de la relation usager. On n'a pas encore complètement basculé dans le versant positif. Mais quand on travaille avec ces nouvelles sociétés, ces sociétés plus modernes, on passe à ces niveaux-là. Quand on discute conciergerie, on discute salon bien-être pour les patients. Et donc on va présenter à nos usagers salon bien-être. On discute prise de commande ou drive, livraison de courses à l'hôpital. On discute de ça. Mais tout ça sont des idées que les hospitaliers eux-mêmes n'ont pas. Quand on en parle à nos usagers, ils sont preneurs. Ils sont preneurs de tout. Moi, j'insiste, je reviens là-dessus. Le principal écueil, c'est la gadgetisation. C'est la gadgetisation. Et pour un dirigeant hospitalier, comptable de l'argent public, c'est comment on évite la gadgetisation. Et moi, j'ai encore pas forcément bien trouvé le mode opératoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? Non. Fabrice Tampigny, en fait, j'ai développé une expertise dans le domaine IT et télémédecine et également le lien avec les associations de patients. En fait, la question que je voulais poser par rapport aux questions d'accueil, c'est est-ce que le choix effectué par les patients relativement à l'accueil et au divertissement est un premier choix ou est-ce que c'est un choix qui intervient en même temps qu'un autre choix qui est par exemple la qualité de la prestation médicale? Ça, c'est ma première question. Et j'aurais une remarque, peut-être une précision à apporter en ce qui concerne la télémédecine. Et voilà, peut-être je peux apporter Je peux déjà rapidement répondre à cette première question. Je pense que peut-être Stéphane Pardoux sera mieux placé pour la télémédecine. Le patient choisit son hôpital avec son établissement avec une certitude, c'est que l'hôpital, c'est bien.
La clinique, il y a une très belle clinique, hein, les chambres sont très belles, la télé est très belle, l'hôtesse d'accueil est formidable en bas. Mais s'il y a un problème, de toute façon, ils vont m'envoyer à l'hôpital. Donc quand on pose la question aux patients, ils vous disent moi, si je retrouve la même chose à l'hôpital, on va dire comment, la même reconnaissance en gros à l'hôpital que celle que j'ai dans une clinique, je vais choisir l'hôpital. Et c'est pas contre la clinique, c'est pour l'hôpital. Hein, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un pour l'autre. Je vous laisse peut-être sur Oui, en fait, en ce qui concerne j'ai mené en fait j'ai pas mal travaillé sur le domaine de la télémédecine, et il y a un domaine où le patient peut être plus facilement, candidat à la télémédecine, c'est lorsqu'il y a urgence. On a le cas justement des accidents vasculaires cérébraux, où le fait de transporter, d'attendre 2 heures, 3 heures, a un impact considérable sur les pertes de chance du patient. Et là, pour le coup, on a à la fois, disons, un dispositif qui est en place dans beaucoup d'hôpitaux, hein, et également le patient est tout à fait prêt à recevoir le premier diagnostic pour pouvoir lui délivrer les soins appropriés le plus rapidement possible. Alors, c'est vrai que c'est à distinguer par rapport à d'autres dispositifs de télémédecine qui peuvent paraître plus gadgets. Lorsque, par exemple, le patient peut être déplacé et peut attendre, il y a effectivement un choix qui peut être beaucoup plus en faveur d'un rendez-vous direct, une consultation directe. Mais voilà, en fait, je voulais faire cette observation qui rejoint effectivement les préoccupations de Stéphane Pardoux relativement aux gadgets. Une réponse courte. Juste un mot sur votre première question. Moi, je prendrais les choses à l'envers. Finalement, c'est pas au patient de nous dire, c'est pas uniquement au patient de nous dire ce qu'il attend. C'est aussi à nous de nous mettre en situation de proposer le meilleur. Et je vais prendre un exemple. Quand l'obstétrique publique représente aujourd'hui 75% des parts de marché en France, quand c'était 50-50 il y a 15 ans, est-ce que ça veut dire qu'on se contente de l'idée que le dernier quartile, comme on dit, les 25%, c'est uniquement pour nos concitoyens les plus aisés, et que finalement, nous, hôpital public, on est chargé de traiter tout le reste, si je puis me permettre de faire cette caricature. Moi, je dis non. Aujourd'hui, l'hôpital public, c'est 75% d'obstétrique française. Dans ces 75%, il doit y avoir toutes les classes sociales. Et pour qu'il y ait toutes les classes sociales, il faut offrir des prestations complémentaires, innovantes, qu'on est en droit, que ces classes, dans notre pays, attendent. Et en ce sens, c'est plutôt à l'hôpital de faire cette transformation-là, plutôt que d'attendre que ce que le patient nous demande. Pourquoi ? Parce que le patient, quand il va passer 48 heures, 72 heures, comme on l'a dit tout à l'heure, il est dans un tel état de faiblesse psychologique que finalement, il se contente de beaucoup de choses. Surtout avec les durées de séjour à 72 heures. Mon Dieu, c'est d'ailleurs pour ça que la nourriture n'est quasiment plus un problème. Il mange mal, 72 heures, voilà. Donc finalement, on peut s'attendre à ce que les demandes ne soient pas énormissimes. C'est plutôt à nous de nous mettre en situation de proposer ça. Quant à la télémédecine, moi je ne sais pas si je le mettrais dans le champ de la disruption technologique. À mon avis, c'est déjà un élément acté dans la télémédecine ou la téléimagerie. C'est quelque chose dont on sait qu'elle fonctionne, qu'elle répond à des exigences de sécurité, qui fonctionne depuis 30 ans, 40 ans même, sur certains continents. Ma chef de service des urgences, quand elle a des problèmes avec ses radiologues, me dit toujours, quand j'ai fait mes études aux États-Unis, mes radios étaient interprétées en Inde. Et c'était pas il y a 2 ans, hein. C'était pas il y a 2 ans. Donc pour moi, je ne trouve pas que ce soit un bon élément. Ça, c'est un élément clair dans la vie des hôpitaux. On peut avoir recours à la téléradiologie. Il y a des systèmes qui fonctionnent, des sociétés qui existent. Ma foi, si on est dans une configuration territoriale où on a des problèmes de radiologie, bien sûr qu'il faut utiliser la téléradiologie. Mais là, on dépasse le champ du ressenti patient. C'est carrément des questions de sécurité. Donc je crois que la speakerine a annoncé c'est la fermeture du salon. Je voulais juste conclure sur peut-être il y a des questions qu'on n'a pas pu poser. En tout cas, sur le titre de cette table ronde, on a déjà des exemples dans certains hôpitaux. Il y a aussi un bel article qui a été publié sur le site Buzzy Santé. Je crois que c'est l'hôpital de Limoges, je sais pas, qui font des livraisons par drone ou en tout cas. Hein ?
de Bordeaux, en fait, voilà, c'est là. Donc, c'est un bel article sur BuzzESanté si vous voulez le lire. Il y a aussi certains hôpitaux qui ont déjà mis en place l'offre de soins, la prise de rendez-vous en ligne, accessible 24/24. Tous ces éléments-là impactent fortement l'organisation interne des hôpitaux. Et donc là, quelque part, cette rupture est déjà entrée au sein des hôpitaux. Donc j'espère qu'on a réussi à parcourir, à effleurer les sujets. On vous remercie de s'être déplacé et merci aux intervenants. Pardon, Jordan, vous n'avez pas